Donc, bienvenue à tous. Je me présente, je suis Patrick Benoît et je travaille en tant que conseiller scientifique à la TELUC. Et je suis responsable de l'organisation des webinaires et du transfert des connaissances au sein du réseau Liniculture Québec, le 2RLQ, avec mon collègue Raed El-Ferjani, qui en est le coordonnateur. Donc aujourd'hui, pour le deuxième webinaire de cette deuxième saison, nous invitons Alexis Aquin, professeur à l'Université Laval au département des sciences du bois et de la forêt et directeur du Centre de recherche sur les matériaux renouvelables. Alexis est également co-chercheur du réseau de RLQ, où il est responsable de la thématique de la transformation du bois et chaîne de valeur. Il va nous parler des enjeux liés à la qualité du bois pour les plantations. Il sera accompagné de Thomas Denlicker et d'André Soro. Donc, Thomas est ingénieur forestier à la direction de l'aménagement et de l'environnement forestier au MFFP. Et il a récemment terminé sa maîtrise sur la direction d'Alexis. Il va aborder le thème de l'optimisation de la densité de reboisement selon la qualité visuelle des bois sciés. Et André Soro, qui est présentement étudiant au doctorat à l'Université Laval, toujours sur la direction d'Alexis, va nous parler de la sélection de plants qui maintiennent des propriétés du bois avantageuses en conditions de sécheresse. Donc, pour rappel, chaque présentation sera d'une durée d'environ 15 minutes, suivie d'une période de questions de 3 à 5 minutes. Et vous êtes invité à poser vos questions par écrit au présentateur dans la fonction questions-réponses qui se trouve en bas de votre écran. Et c'est Alexis qui va animer les débats. Donc, avant de commencer les présentations, j'invite Nelson Tifo, le co-directeur du 2RLQ, à nous dire quelques mots sur les missions et activités du réseau. Nelson, tu as la parole. Merci beaucoup, Patrick. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis très content de savoir que vous êtes connectés avec nous ce matin. Donc, comme Patrick l'a dit, je suis co-directeur du réseau Reboisement Liniculture Québec. Je suis également chercheur en Ressources naturelles Canada. Je partage la co-direction du réseau avec mon ami et collègue Nicolas Bélanger, qui est professeur à l'Université TELUC. Donc, le réseau Reboisement Liniculture Québec, c'est un réseau d'innovation qui est financé par le Fonds de recherche du Québec, Nature et Technologie, avec la collaboration de nombreux partenaires qui sont issus des milieux privés, de la foresterie, des mines, mais également plusieurs municipalités, le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral. La mission principale du réseau, c'est de favoriser l'innovation dans le domaine du reboisement et du boisement en favorisant les interactions entre les personnes qui génèrent la connaissance, donc les chercheurs, chercheuses, et les utilisateurs, utilisatrices de cette connaissance. Depuis maintenant près de 3 ans, le 2RLQ réalise cette mission en organisant de nombreuses activités, notamment cette série de webinaires à laquelle vous participez actuellement. Nous produisons également beaucoup de matériel qui est disponible sur notre site Internet. Nous collaborons et organisons de nombreux événements, des colloques où, encore une fois, les chercheurs peuvent partager les connaissances qui sont issues de leurs travaux afin que les utilisateurs puissent les intégrer à leur pratique. Notre action s'articule autour de 7 grands thèmes principaux qui consistent en la croissance, le rendement des plantations, la restauration écologique, les plantations de résilience, la valorisation des matières résiduelles fertilisantes, l'amélioration génétique et l'adaptation au changement climatique, la phytoremédiation et la production de produits biosourcés. Le 7e étant la transformation des bois et la chaîne de valeur. Justement, Alexis est le leader de cet axe au sein de notre réseau et c'est avec grand plaisir que je vous le présente aujourd'hui. Donc, Alexis, c'est un ami de longue date avec qui j'ai eu le plaisir de partager le temps sur les bancs d'école à la faculté de foresterie. Et Alexis se spécialise donc en sylviculture, mais également en faisant le lien avec la qualité des bois et tout ce qui a trait à la transformation des bois. Donc, Alexis, merci beaucoup de participer à cet événement aujourd'hui. Je te laisse maintenant la parole et je te laisse gérer la suite du webinaire. Merci. Merci Nelson, merci Patrick, merci Raed. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. En fait, c'est ça, je vois là, que parmi les participants, malheureusement, on ne peut pas vous voir, mais je vois qu'il y a plusieurs collègues et amis parmi les participants. Je vois d'ailleurs qu'il y en a qui s'intéressent à la plantation des feuillus, là, notamment. Ma présentation va surtout aborder le cas des résineux, mais il reste que les mêmes principes vont s'appliquer. Donc, je vais partager mon écran.
D'accord. Donc, Raed, Thomas, pouvez-vous me faire signe pour me dire si vous voyez bien la présentation? C'est bon, merci. Donc, c'est ça, la question de base à laquelle je voulais répondre, c'est est-ce que c'est possible de produire du bois de qualité en plantation? La question est simple. On va voir qu'en fait, la réponse, elle, est un peu plus complexe parce que il va falloir considérer plusieurs éléments, mais notamment, en fait, c'est la définition de qualité qui va faire en sorte qu'on va répondre oui ou non à cette question-là. De manière générale, je dirais oui, mais c'est la notion de qualité qui va en fait être la clé dans tout ça. Parfois, cette question-là, en fait, est le frein à l'usage des plantations dans notre stratégie d'aménagement forestier. Et pourtant, là, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est d'essayer de montrer que une sylviculture dynamique de forêt de plantation peut jouer un rôle important pour nous approvisionner en matériaux, puis un matériau qui est renouvelable. Justement, en parlant de ça, il y a des auteurs, là, des collègues qui ont travaillé sur une mesure jusqu'en 2014, c'était des mesures. On voit ici là, bien les conséquences de la crise économique de 2008. Et par la suite, ici, là, ce sont des projections de l'utilisation du boissier à l'échelle mondiale. Donc, ce qu'on peut voir, là, évidemment, c'est qu'après des années je dirais, de consommation assez stable des produits du bois, ce qu'on anticipe à l'échelle mondiale, c'est une augmentation quand même assez importante des produits du sciage. Et la raison principale pour laquelle c'est le cas, c'est que de plus en plus, là, les constructions, notamment en Europe, mais aussi, mais c'est surtout en Europe, en fait, qu'il y a une augmentation de l'utilisation du bois en construction. Donc, on a ces augmentations projetées-là et de bois de sciage. Et l'argumentaire des auteurs, finalement, c'était de dire que ce bois-là, il va falloir que ça vienne de quelque part. Je pense que l'augmentation est non seulement reliée à l'augmentation des populations, mais aussi à la réalisation du fait que le bois est un matériau à faible empreinte écologique si on le compare aux autres matériaux comme l'acier et le béton. Et il disait, ce bois-là va devoir venir de quelque part. Puis, si on regarde, c'est ça, les sources de production mondiale de bois. Et de plus en plus, il va falloir que les plantations jouent un rôle pour assouvir ce besoin-là, pour répondre aux besoins de la société. Ça, c'était pour le bois de sciage. Si on regarde pour les panneaux, là, l'augmentation est encore plus marquée. Donc, l'augmentation de tous les panneaux, finalement, a vu une augmentation très, très importante dans les dernières années et les auteurs projettent que ça va se poursuivre. Pourquoi les panneaux sont en aussi forte augmentation? C'est qu'ils sont utilisés beaucoup dans les coffrages, par exemple, pour le béton, donc dans les sociétés là, qui se développent très, très rapidement, notamment la Chine, par exemple. Les panneaux sont extrêmement sollicités, finalement, sont beaucoup utilisés, paradoxalement, pour favoriser les constructions en béton. Mais donc, encore là, ce besoin-là, donc il est clair qu'au niveau mondial, la demande pour les produits du bois est en augmentation, puis va continuer d'augmenter. Puis là, c'est ça, nous, on travaille dans un contexte où on peut utiliser différentes stratégies d'aménagement forestier pour répondre à cette demande-là. Entre autres, c'est les plantations. Donc, ici, dans le cas qui nous intéresse, donc, comment la plantation peut nous amener finalement à répondre à ce besoin-là de la meilleure manière possible. Puis, alors qu'il y a certainement des dilemmes face à l'usage des plantations qui sont plus de nature écologique, d'un point de vue de production de bois, le grand dilemme associé aux plantations, c'est celui finalement de l'espacement initial. Donc, lorsqu'on va mettre des plants en terre, est-ce qu'on devrait faire un espacement initial serré, ce qui va nous permettre donc d'avoir un bon élagage des branches du bas, qui va faire en sorte que les produits de la photosynthèse, puis les auxines, c'est-à-dire que c'est les hormones qui sont responsables de la croissance des arbres, vont être concentrés dans le haut de la tige, qui va faire en sorte que les arbres vont avoir un défilement moins prononcé, donc il va y avoir plus d'arbres à l'hectare avec un défilement moins prononcé. Ou au contraire, si on va dans des extrêmes là, de densité très, très faible,
de plantation, mais là, on a un développement de la cyme qui est beaucoup plus important avec une concentration des produits de la photosynthèse et des auxines qui est beaucoup mieux répartie le long de la tige, qui va faire en sorte qu'avec le temps, l'arbre va avoir un défilement très, très prononcé. Et donc, évidemment, les situations entre les deux sont possibles aussi. Donc, ici, là, je ne viens pas remettre en question tout le dilemme qui est associé plutôt aux stratégies d'aménagement puis à leur impact sur la biodiversité, mais plutôt, là, je me concentre vraiment sur le dilemme plutôt sylvicole, là, qui est de savoir à quelle densité on devrait reboiser, puis à quelle densité maintenir par la suite. Et donc, la grande question, finalement, c'est que si je vais trop donc, si j'utilise un espacement initial très large, ça va me coûter moins cher en coût d'établissement des plantations, sauf qu'il est possible que le bois qui soit produit ne soit pas de grande qualité. La difficulté là-dedans, quand on fait ce choix-là, c'est qu'en fait, on met des arbres en terre aujourd'hui pour un marché dans le futur qu'on ne connaît pas. Donc, c'est vraiment, vraiment difficile d'évaluer quelle est la densité de plantation qui est optimale dans ce contexte-là. Donc, on va se préoccuper beaucoup de la présence de bois juvénile. En fait, le bois qui est formé sous forte influence de la cyme s'appelle le bois juvénile. Donc, on parle de bois juvénile, là, ne pas confondre avec l'aubier et le duramen. Là, parfois, les deux sont confondus. Et donc, ça forme une colonne dans tout le long de l'arbre, finalement, là, dans les quelques premiers cernes annuels près de la moelle. Souvent, on estime une quinzaine de cernes annuelles, dans lesquelles les propriétés du bois sont différentes. Les fibres ou les trachéides chez les résineux vont être plus courtes que celles du bois mature dans ces zones-là. L'angle des microfibrés, on va voir dans la prochaine diapo, c'est quoi? Elle est beaucoup plus fort que celui du bois mature. Ça a des conséquences sur les propriétés du bois. La teneur en cellulose est plus faible aussi dans le bois juvénile et on a une plus forte proportion de nœuds que dans le bois mature, mais il faut dire que ceux-là sont généralement adhérents, c'est-à-dire qu'ils sont produits par des branches vivantes, donc ils sont vraiment attachés au bois. Ils ne tomberont pas, là, comme on peut voir, sur des vieux nœuds dans les parties matures du bois. Quand on parlait d'angle des microfibrés, donc le bois juvénile, là, ici, ce qui est représenté, c'est une trachéide de résineux et on voit là, que dans les différentes couches de la paroi cellulaire, il y a la fameuse couche S2 là, qui est la couche la plus importante parce que c'est la plus épaisse. Et là-dedans, les microfibrés, en fait, c'est l'orientation des chaînes de cellulose qui sont un polymère finalement là, qui ressemble en fait, c'est un polymère du glucose là, qui a plusieurs unités de glucose qui sont attachées ensemble et qui ont une très, très grande résistance à l'attraction. Ce qu'on voit, c'est que par rapport au bois mature, parce que les chaînes de cellulose sont orientées avec l'axe des cellules, dans le bois juvénile, les chaînes de cellulose ont un angle prononcé avec la cellule, ce qui va faire en sorte que le bois va être très, très flexible. Il peut plier sans casser. Donc, c'est une bonne stratégie pour l'arbre de pouvoir dissiper les stimuli biomécaniques en pliant sans casser. Mais quand l'arbre devient grand, l'arbre ne peut plus faire ça parce qu'il s'écroulerait sous son propre poids. Donc, là, à ce moment-là, il va falloir qu'il développe des cellules beaucoup plus rigides qui sont du bois donc qu'on va apprécier. Donc, près de la moelle, les cellules ont l'air de ça. Et lorsque la vitesse de croissance est élevée, c'est ça, l'angle des microfibrés va être plus prononcé que dans le bois mature, ce qui va faire en sorte que si on a un espacement initial large, on va avoir beaucoup de bois juvénile. Puis le bois juvénile, ça va faire en sorte que, comme on l'a dit, les fibres plus courtes, l'angle des microfibrés plus prononcé, puis la plus faible teneur en cellulose, qui vont causer, en fait, c'est un retrait longitudinal jusqu'à 5 fois supérieur à celui du bois mature. Donc, une des propriétés du matériau bois, c'est qu'il ne change pas beaucoup de dimension avec l'humidité dans sa direction longitudinale. C'est un avantage du matériau. Il va changer beaucoup plus de dimensions dans les directions radiales et tangentielles. Mais dans le bois juvénile, donc là, le retrait longitudinal est beaucoup plus prononcé. Fait que si on a du bois juvénile et du bois mature dans la même planche, ça risque de faire du gauchissement, c'est-à-dire de la torsion là, au séchage, par exemple. Ensuite de ça, il y a un rendement plus faible pour la production de pâte et papier, mais aussi, surtout, je pense que c'est le module d'élasticité, qui est la rigidité du bois qui peut être plus faible, de 50 à 60 % inférieur là, pour une planche qui contiendrait seulement 100 % de bois juvénile. Donc, si on a une épinette blanche qui contient 100 % de bois juvénile, ces propriétés vont être bien, bien inférieures à celles d'une épinette blanche qui contient du bois mature issu d'une forêt naturelle.
On va aller un petit peu plus loin là-dedans. Donc, on a la même propriété ici pour expliquer finalement que la grande source de variation est reliée à l'âge cambial. Donc, ça, c'est le nombre de cernes depuis la moelle. Donc, tout simplement, là, ici, là, ça serait la moelle, le centre de l'arbre, puis ici, on aurait l'écorce à droite. Et ça, c'est des travaux qu'on avait faits sur l'épinette blanche qui montrent que cette propriété-là, qui est le module d'élasticité ou la rigidité du bois, progresse très, très, très rapidement dans les premières années de vie de l'arbre. C'est très long là, pour l'épinette blanche, ça peut aller jusqu'à 40 ans. Et par la suite, on atteint une asymptote. Donc, ici, ce que je vais vous faire comprendre, c'est qu'on a une croissance là, qui peut être donc 4 fois supérieure ici, là, à même 5 fois supérieure à celle d'un. Donc, ici, imaginons-nous que c'est une épinette de forêt naturelle qui pousse très, très lentement et une épinette de forêt naturelle qui pousse un petit peu plus rapidement, en fait, beaucoup plus rapidement, 5 fois plus vite. En fait, ici, vous voyez qu'il peut même avoir une augmentation des propriétés du bois en fonction de la vitesse de croissance. Oui, c'est ça. Ce qui est important de comprendre, par contre, c'est que si on a une augmentation de la vitesse de croissance dans les premières années, c'est que cette partie-là, là, qui est beaucoup, beaucoup plus faible dans les premières années, si elle occupe un grand espace dans notre section transversale de notre arbre, bien, en moyenne, ça va beaucoup diminuer les propriétés du bois. Donc, l'enjeu, c'est peut-être pas tant les propriétés d'un cerne annuel lui-même, comme la distribution des cernes annuels à l'intérieur de la tige. On va le voir mieux ici. On a la propriété inverse là, de la rigidité qui est l'angle des microfibrilles. Et l'angle des microfibrilles ici, c'est ce qu'on a représenté tantôt, il va être très prononcé dans le bois juvénile et par la suite, il devient mieux aligné avec l'axe de la cellule, ce qui va faire en sorte que le bois devient plus rigide ici. Ça, c'était dans des pins sylvestres de plantation. Ce qu'on a remarqué ici, donc, vous voyez la croissance ici dans cet arbre-là, on peut l'appeler le témoin ici, ce serait une croissance très, très lente qui nous amènerait les meilleures propriétés du bois. Sauf que la croissance est 16 fois plus faible que dans cet arbre-là. Ce que je veux vous faire remarquer, donc, si les cernes annuelles ont une largeur de 8 mm par rapport à 0,5 mm, bien oui, un cerne annuel donné, on a un changement d'angle des microfibrilles. Et ce que je veux vous faire remarquer, donc, c'est que l'accélération de la croissance ici a eu un impact bien inférieur à la différence d'angle des microfibrilles qu'on a entre les premiers cernes de croissance et ce qu'on a dans le bois mature. D'accord? Et donc, oui, l'accélération de croissance amène une diminution des propriétés du bois pour un cerne annuel donné, mais cette diminution-là est bien moindre que celle qu'on avait si on avait seulement que du bois juvénile dans notre arbre. D'accord? Donc, ce que ça veut dire, si on intègre ça à l'échelle d'un arbre, c'est que finalement, pour différents scénarios sylvicoles, ce que j'essaie de dire, c'est que les couleurs ici vont surtout être déterminées par l'âge cambial et à leur distribution à l'intérieur des tiges. Donc, si on a une croissance initiale très, très rapide, la colonne bleue ici, qui est représentée par des propriétés de bois moins intéressantes, donc un bois moins rigide, cette colonne bleue-là peut devenir plus grande. Donc, si on accélère la croissance en bas d'âge, cette zone-là bleue peut devenir plus grande. Si au contraire, j'accélère la croissance dans un âge plus élevé, bien, ce qui va arriver, c'est que la partie rouge peut pâlir un peu. Donc, on peut avoir une certaine perte de propriété pour un cerne annuel donné, sauf que ce qu'on peut faire, en fait, c'est augmenter la proportion de bois quand même. Donc, ça va pâlir un peu, mais pas au point de redevenir bleu, si on veut. Donc, on peut augmenter la proportion de bois mature dans notre arbre, ce qui, globalement, va nous faire des planches de meilleure qualité. Donc, présentement, c'est ça ce qui. Donc, en faisant des éclaircies tardives, par exemple, il y aurait moyen d'augmenter les propriétés du bois dans des plantations. C'est ce qui est fait là, bien souvent. Mais là, la question, finalement, c'est que, on parlait tantôt du concept de qualité, est-ce que cette distribution-là du bois juvénile va affecter la valeur? Bien, présentement, la réponse est non, parce que nos arbres sont classés de manière visuelle. Et donc, le classement des planches est déterminé par une simple observation visuelle de ces planches-là.
Et lorsqu'on rattache la valeur, donc une façon de rattacher la valeur à un concept qui est absolu, ça serait, pas la valeur, mais la qualité du bois à un concept absolu, ça serait le rattacher à sa valeur. Et ce que je veux montrer par ce graphique-là, ici, ce qu'on a, c'est des dollars de planches qui ont été produites à partir de mètres cubes de bois rond. Ce qu'on peut voir pour nos espèces résineuses, c'est que dans notre sciage, en fait, c'est qu'un facteur limitant de la valeur de nos sciages, c'est le diamètre de nos planches. Donc ici, là, les 3 lignes représentent différents scénarios de prix de différentes années dans lesquelles les valeurs des planches étaient évidemment différentes. Et ce qu'on peut voir, donc, ici, là, les différents paliers qu'on peut voir entre 12 et 15 cm, puis par la suite entre 20 et 25 cm, ce sont des paliers dans lesquels les 2 par 4 commencent à rentrer dans nos planches, puis par la suite, ici, ce sont les 2 par 6 qui commencent à rentrer dans nos planches. Ce qu'on peut voir, donc, c'est qu'il y a une forte augmentation de la valeur de planches par mètre cube de bois rond lorsqu'on est capable d'augmenter le diamètre de nos tiges. Donc là, si on considère la qualité comme étant un concept absolu qui est la valeur, mais on comprend que l'usage des plantations et de cette croissance rapide en diamètre, bien, ça va pouvoir nous amener à une augmentation finalement des sciages de plus haute valeur, une augmentation donc qui est quand même assez spectaculaire, là, qui peut facilement passer du simple au double pour la même quantité de mètres cubes de bois rond. Donc, vous me voyez venir un peu. Ici, on a réussi à intégrer différents outils pour montrer différents scénarios sylvicoles, donc à partir des tables de Préjean pour les plantations d'épinettes blanches. Et on les a jumelés à Statsa, qui est un outil qui nous permet de simuler le sciage des produits. Et on voit que pour différentes densités de plantation, là, on part de 2000, mettons 2000 qui serait notre scénario actuel. Si on l'augmente à 2500 tiges à hectare, oui, on a une augmentation possible. Ici, c'est à 45 ans, je pense. Oui, c'est ça, c'est 45 ans. Donc, une augmentation possible du volume total de sciage de 4 %. Et à 1600 tiges à l'hectare, là, on va avoir une baisse par rapport à 2000 tiges à l'hectare qui est légère du volume de sciage. Mais remarquez à quel point les diminutions, finalement, sont surtout dans les petits produits, les lattes, les 1 par 3, les 1 par 4, les 2 par 3, même jusqu'à un certain point, les 2 par 4. Et pour les 2 par 6, bien, il y a une augmentation de produits qui ont une plus grosse valeur. Donc, en baissant la densité de plantation, on va probablement accélérer la croissance radiale de nos arbres individuels et il y a moyen finalement de commencer à sortir plus de produits qui ont une valeur supérieure au niveau des classements visuels. Si on attend 60 ans, mais cet effet-là est encore plus marqué. On voit qu'il y a une forte diminution de la quantité de petits sciages qui, lui, a une moins grande valeur, puis il y a une plus grande augmentation là, par rapport aux pièces qui ont une qualité, en fait, qui ont une valeur par 1000 PMP de sciage là, qui est supérieure. Donc, si on rattache finalement la qualité au concept de valeur, bien, en plantation, il y a moyen assez rapidement de faire des produits qu'on pourrait considérer de qualité parce qu'ils ont une plus grande valeur. Évidemment, on va se poser la question, est-ce que ces effets-là vont avoir un impact sur les nœuds dans le classement visuel? Ils vont avoir une grande importance. Et puis là, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les nœuds, en fait, qui sont tolérés dans le classement visuel vont changer en fonction non seulement de leur position dans la pièce, mais aussi en fonction de la taille des produits. Ici, là, ce graphique-là exagère un peu avec des 2 par 8 et des 2 par 12, mais le même principe s'applique avec les 2 par 4 et les 2 par 6. Donc, les 2 par 6 vont avoir une tolérance supérieure là, pour des nœuds plus gros. Donc, si j'accepte d'avoir une croissance plus élevée des nœuds plus gros, bien, il est possible que je puisse faire des 2 par 6 et que je puisse tolérer aussi des nœuds plus gros. Thomas va nous parler de ça dans sa présentation. Et donc, en conclusion, excusez pour les petites fautes, le bois de plantation, certainement qui ne sera pas d'aussi grande qualité que celui de nos forêts naturelles, mais il faut comprendre que le facteur limitant le plus la valeur de nos arbres, c'est présentement, dans nos forêts naturelles, c'est la taille des tiges. On a des tiges très, très petites qui ne nous permettent pas d'extraire autant de sciage qu'on le voudrait. La qualité, mais c'est ça, c'est un concept qui est relié à un usage spécifique. C'est difficile aujourd'hui de prendre des décisions par rapport à
aux densités optimales de plantation parce qu'on ne connaît pas le marché futur, mais on peut se rattacher à la valeur monétaire pour se rattacher à une variable absolue. Sans connaître le futur, on peut assumer quand même que le monde, dans le sens de la planète Terre, aura besoin de fibres de bois et donc de mètres cubes. La plantation, bien, ça peut être une bonne façon d'y arriver. Tout en laissant peut-être plus de zones pour la conservation, comme on l'a souvent proposé. Des éclaircies tardives pourraient favoriser la croissance de l'arbre alors que l'arbre produit du bois mature. Ça pourrait permettre d'augmenter globalement les propriétés du bois dans nos arbres de plantation. Puis évidemment, mais un petit clin d'œil à la présentation d'André, mais il reste aussi qu'il faut considérer la sélection génétique comme un moyen d'améliorer les propriétés du bois, même avec une croissance qui est très, très rapide. Fait que là-dessus, j'ai pris un peu plus de temps que je le voulais. Je me tais, puis on pourrait peut-être prendre une ou deux questions pendant que Thomas s'installe pour sa présentation. Oui, Nelson. Oui, merci beaucoup, Alexis. Je me demandais, est-ce que vous avez des études similaires à celles que tu as présentées où tu illustrais l'effet de la densité initiale de plantation, où il y a une combinaison avec les scénarios d'éclaircie, peut-être en interaction? Ou bien c'est surtout des études soit sur la densité de plantation, soit sur les éclaircies? En fait, c'est ça, c'est une bonne question parce que là, on a quelques études empiriques, mais ça n'a pas de fin, ça, parce qu'il y a tellement d'espèces, tellement de scénarios sylvicoles possibles que ça n'aurait pas de fin. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise plutôt une approche où est-ce qu'on veut comprendre l'impact de la vitesse de croissance, donc de la largeur des cernes, et de l'âge cambial sur les propriétés du bois. Puis après ça, finalement, on peut simuler n'importe quel espacement initial ou scénario d'éclaircie. Ce qu'on se rend compte présentement dans nos outils, c'est qu'on est limité par notre capacité de simuler des scénarios. Nos modèles de croissance sont à l'échelle du peuplement seulement. Donc, si on avait des modèles de croissance plus dynamiques qui pourraient nous permettre de simuler différents scénarios sylvicoles, bien, on serait mieux en mesure là, de répondre à ces questions-là. Puis on pourrait simuler n'importe quel scénario sylvicole, puis on pourrait même essayer de les optimiser. Et donc, présentement, je pense qu'on est limité par les modèles de croissance. Okay. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a une question dans la discussion. Vous pouvez les mettre dans la question. Ah, OK, c'est ça, Patrick voulait dire, les mettre dans le QR, si vous voulez. Je propose, vu que j'ai pris beaucoup de temps, qu'on passe tout de suite à la présentation de Thomas. On pourra garder du temps là, pour une discussion plus générale à la fin. Parfait. Est-ce que vous m'entendez? Vous voyez la présentation? Oui, on la voit bien. Parfait. Bon, ben, merci Alexis d'avoir bien mis la table. On parlait justement de classement visuel à la fin aussi. Alors, moi, je vais vous présenter mon projet de maîtrise que j'ai fait sous la direction d'Alexis. J'ai plusieurs collaborateurs qui ont travaillé dessus, notamment Louis Blais, Charles Ward et Julie Barrette, qui sont au centre de recherche à la DRF et à la DAVF. Alors, sans plus tarder, est-ce que ça fonctionne? Oui. Je vais vous passer rapidement l'introduction. Je vais partir de l'origine du projet de maîtrise. C'était justement, on se posait la question sur le reboisement. C'est quoi la densité qu'on devrait planter? Parce qu'on plante beaucoup. Et on se pose tout le temps la question, c'est quoi la densité optimale de reboisement? Et quand on est sylviculteur, la question qu'on se pose souvent, c'est quoi qu'on va récolter dans 45 ans, 60 ans? Et quoi? Mais surtout la qualité. Alexis a parlé tantôt de PMP, mais on veut aussi savoir la qualité du bois. Notamment au Québec, parce qu'au Québec, on produit beaucoup de bois de construction qui est aussi surtout destiné aux États-Unis. Et ça concerne surtout les 2x4 et les 2x6. Alors, la majorité de ce bois qui est produit au Québec et qui est scié, il est classé visuellement. Il y a à peu près peut-être 99% qui sont classés visuellement avec la classification NLGA et un pourcentage très minime, ce sera du classement MSR. Alors, je reviens un petit peu sur les nœuds parce que c'était la même photo slide que Alexis avait. On veut savoir un petit peu c'est quoi comment on est capable d'influencer le grade NLGA. Et c'est notamment, on s'attarde surtout sur les nœuds. Et dans mon étude,
on s'est intéressé à savoir est-ce qu'une densité plus grande, une densité plus petite, dans quelle mesure ça impacte le grade de qualité. Alors, on sait que ça modifie les propriétés du bois et que forcément, quand on parle de nœuds, on parle forcément de branches. Alors, et les branches, l'hypothèse qu'on avait posée au départ, c'est que ça dépend grandement de la densité de plantation. Alors, l'objectif de l'étude, c'était d'acquérir une meilleure compréhension du lien entre la qualité future du boissier et le choix de l'espacement initial des plantations résineuses pour l'épinette noire, l'épinette blanche et le pin gris. Et la deuxième question qu'on s'est posée aussi, c'est de déterminer s'il y a d'autres facteurs qui affectent la qualité du bois à partir de la première grume de 5 mètres, parce que c'est là qu'il y a la plus grande, le plus grand produit de sillage de valeur et dans le premier 5 mètres. Alors, les autres facteurs, c'était l'IQS, s'il est plus élevé, et aussi savoir si le statut social supérieur de l'arbre au sein du peuplement, il pouvait aussi affecter le classement visuel. Alors, rapidement, pour la matériel et méthode, on a fait pas mal d'échantillonnage, on a traversé un petit peu la province, on a fait 149 plantations, ça représentait à peu près 2657 arbres qui ont été mesurés. Oui, c'est ça, et ça fait pas loin de 12 000 mesures. On a fait ici pour ce que je voulais attirer l'attention, c'était surtout l'âge. Les plantations qu'on a relevées, c'était des plantations qui ont entre 24 et 30 ans globalement pour les 3 essences. Et c'est des plantations qui n'étaient pas éclaircies. C'est-à-dire, on voulait vraiment mesurer l'impact uniquement de la densité de plantation. Alors, quand je reviens maintenant à la qualité du bois, on a plusieurs manières de le mesurer. Visuellement, on a ici les 2/4 que vous voyez ici, la largeur nominale, ici c'est le 2/4 et là c'est le 2/6. Et pour chacun des deux produits, on a divisé par qualité, si c'est du select, si c'est du numéro 2 est meilleur ou numéro 3 est meilleur. Et là, à chaque fois, à l'intérieur, on voit la dimension que ça représente. Mettons 3/4 de pouce pour du select 2/4. Ça, c'est un exemple. Et ce qu'on a aussi regardé pour cette étude, c'est qu'on était très conservateur. On a décidé de se concentrer sur le nœud de rive, qui est le classement qui tolère des plus petits nœuds, on va dire. Alors que si c'était un bois qui était au milieu de la planche, on aurait pu avoir des plus grosses pièces, mais là, on a décidé d'être conservateur. On s'est concentré sur les nœuds de rive. Alors, ça, c'est le... Attends, est-ce que je peux revenir en arrière ou pas? Oui, ça, c'était finalement les 6 produits que je vais avoir. Le Select 2/4, numéro 2, numéro 3. Et après, pour le 2/6, j'ai le Select numéro 2/3. Ça fait 6 catégories de produits. Et quand je viens, les 6 catégories de produits pour les mesurer sur le terrain, pour mesurer les branches, au final, ça correspond à numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6. Ça, c'était un petit peu l'outil qui m'a permis d'aller en forêt et de mesurer sur le 5 premiers mètres la plus grosse branche sur chacun des arbres. J'ai fait des analyses statistiques avec 2 modèles par espèce. J'avais un modèle qui s'attardait sur le grade, que je viens de vous parler, le Select numéro 2, numéro 3, pour les 3 essences, et aussi un autre modèle qui était pour savoir est-ce que la branche, est-ce qu'elle est vivante ou est-ce qu'elle est morte. Alors, pour les résultats, c'était juste pour présenter qu'ils étaient quasiment tous significatifs, mis à part pour l'épinette blanche, où on s'est rendu compte que l'IQS était marginalement significatif, mais sinon, c'était pour l'épinette blanche. L'épinette noire, tout était significatif, sauf aussi l'IQS. Et pour le pin gris, la densité de plantation, l'IQS et le DHP relatif étaient aussi significatifs. Alors, maintenant, je vais prendre du temps sur cette slide parce qu'ils vont tous se ressembler. Alors, cette figure-là, ça représente pour l'épinette blanche la probabilité de la plus grosse branche à répondre aux exigences du classement visuel pour les 2/4 qui sont ici et les 2/6. Selon l'IQS, qui est, mettons un IQS ici de presque 9, de 11 et de 13,5. Et la densité de plantation qu'on voit ici pour l'épinette blanche, ça commençait à 1008 jusqu'à à peu près 4006 hectares. Et si on commence directement par, on peut dire la bonne nouvelle, c'est que pour le 2/6, on se rend compte que peu importe la qualité, peu importe la densité de plantation, peu importe l'IQS, pour les 2/6, ils se classent tous en grade select. Le grade select, c'est ce qui est ici en mauve.
Alors que pour le 2 par 4, on remarque qu'il y a quand même une tendance à avoir un certain déclassement. Surtout, plus on descend dans les densités de plantation, mettons ici, plus on a tendance à avoir moins de probabilité d'avoir, mettons ici, du grade select. Par contre, on se rend compte quand même que pour du 2 par 4, pour le grade numéro 2 est meilleur et numéro 3 est meilleur, on répond aux exigences. C'est-à-dire que ça, c'était un point à soulever. Ça, c'était des images sur le terrain de forte et faible densité. Là, maintenant, c'est pour l'épinette noire. Non, c'est pas l'épinette blanche, pardon, excusez, je me suis trompé, l'épinette, je ne voyais pas le bordereau. L'épinette blanche, c'est la même affaire. On voit que toutes les planches en 2 par 6 se classent select. Du coup, aussi, numéro 2 est meilleur, numéro 3, ça n'y a pas de problème. Ici, là, maintenant, on n'est plus par rapport à l'IQS. Là, on est par rapport à la position sociale de l'arbre avec le DHP relatif. Le DHP relatif, c'est la position. On a pris le DHP moyen du peuplement et après, pour chaque arbre, on a regardé est-ce que son DHP est en dessous du peuplement moyen du peuplement ou au-dessus. Alors, ça, c'est pour du 0,8. Ça correspond à des arbres qui sont plutôt opprimés intermédiaires. 1, c'est des codominants et 1,2, c'est des dominants. Et on remarque que pour le 2 par 6, peu importe son statut social, on voit qu'il se classe tout le temps select. Pour les 2 par 4, on remarque que c'est surtout les arbres dominants qui dépassent vraiment dans le peuplement, qui ont tendance à avoir un déclassement assez important. Et c'est surtout dans les intermédiaires opprimés qu'on voit qu'il y a peu de déclassement dans le select. Mais on voit quand même que, quoi qu'il arrive, de numéro et de meilleur en qualité, il y en aura toujours. Ça, maintenant, excusez, là, on vient pour l'épinette noire. C'est ça, c'est la même affaire. Pour la probabilité de la plus grosse branche, on voit que pour le 2 par 6, ils se classent tous select, peu importe la densité de plantation. Et peu importe son statut social. Vous avez remarqué que je n'ai pas passé de la slide sur l'IQS parce que ce n'était pas significatif dans nos modèles. C'est-à-dire l'IQS n'avait aucune incidence. Alors, c'est pour ça que je vous présente uniquement le statut social. Et c'est surtout dans les 2 par 4 qu'on remarque un déclassement plus important. Et on remarque aussi qu'il y a une certaine différenciation entre quand c'est intermédiaire que quand c'est dominant, pardon. Ça, c'était pour les gens qui connaissent les plantations Madawaska, ça c'est des fortes densités. Ça c'est des faibles densités à 11 centiges. Pour le pain gris, lui, c'est un petit peu lui qui est sorti du lot. C'est lui qui avait un comportement un petit peu différent. Alors là, puisque l'IQS était aussi significatif dans les modèles, je les ai montrés ici. Alors, on remarque que dans les 2 par 6, on recommence par les 2 par 6, on remarque qu'il y a toujours du numéro 2 et du numéro 3 est meilleur. Il y en aura toujours. Par contre, c'est du select qui risque d'en avoir moins. Surtout quand on descend dans la densité de plantation, autour de 1000 tiges, on voit que sur des IQS, même les plus faibles, où ça pousse le plus lentement, il y a pas loin de 55% de probabilité d'obtenir du select. Par contre, du numéro 2 est meilleur, c'est-à-dire les verts et les jaunes, peu importe l'IQS, il y en aura toujours. Par contre, quand on va faire des pièces plus petites, du 2 par 4, là, on remarque que c'est très compliqué d'avoir des planches select. C'est quasiment impossible dans les scénarios qu'on a actuellement au Québec, autour de 1600, 2000 tiges, d'avoir du select. Par contre, on est quand même capable d'avoir du numéro 2 et meilleur. Ça, c'était des IQS. Ça, c'était à côté de Manic 5. Ça, c'était des IQS élevés du côté de Parc de la Vérandrie. Alors, pour le pain gris, le statut social, on remarque que le statut social influe beaucoup, aussi pour le 2 par 6, pour les planches qui sont ici 2 par 6. Et plus on descend en termes de densité de plantation autour de 1000 tiges, moins c'est probable d'avoir la qualité select. Par contre, à chaque fois, un petit peu le même constat pour les 3 essences. Le numéro 2 est meilleur. On remarque qu'il se trouve quasiment tout le temps à 100% dans le 2 par 6. Alors que pour des pièces plus petites dans le pain gris, on remarque que là, il y a quand même une différenciation assez marquée, même pour les numéros 2 et meilleurs, parce qu'il y a une diminution de la qualité. Et il y a une moins grande chance d'obtenir des numéros 2 et meilleurs en 2 par 4 pour des dominants. Alors que pour les intermédiaires, on voit qu'il n'y a pas de problème, on est capable de les obtenir. Ça, c'était pour
modèle de survie des branches. Là, on est pour, j'arrive pas bien à voir l'épinette blanche, c'est ça. L'épinette blanche, je me posais la question, une fois qu'on a mesuré ces branches, est-ce qu'ils étaient vivantes ou est-ce qu'ils étaient mortes? C'est-à-dire que je rappelle, c'était dans le 5 premiers mètres. Et j'ai aussi ventilé par IQS, à savoir c'est quoi la probabilité de mortalité de la plus grosse branche. Et on se rend compte que pour l'épinette blanche, il y a très peu de mortalité dans les IQS très faibles. Faibles, c'est quand même plus bas, on va dire, 9, sur des densités qui sont autour de 1800 et 2000 tige-hectares. Alors, ça veut dire qu'ici, la branche devrait plus grossir et elle ne devrait pas se déclasser dans le futur. Alors que dans les IQS, mettons, qui sont les plus importants, autour de 13, là, on voit qu'il y a il y a peu de mortalité. Ça veut dire que les épinettes blanches pourraient continuer à se déclasser dans le temps, parce que c'est autour de 30 ans. Pour l'épinette noire, le schéma est un peu la même chose, sauf que pour l'épinette noire, la mortalité, elle est quand même très faible, même à des densités plus élevées. C'est vraiment, même à 4000 tige-hectares, ils étaient sur des faibles IQS, ils étaient encore vivantes. Pour les IQS plus élevés, par exemple, on remarque que c'est même autour de 1000 tige-hectares, on a quand même encore des branches qui sont à 50%, ils ont 50% de probabilité d'être mortes. Alors, ça veut dire qu'ils peuvent encore se déclasser dans le temps. Et ça, c'est la partie facile. Pour le pin gris, ce n'est pas une surprise pour vous. Le pin gris, il s'élague très bien et il meurt très rapidement. Et là, les plantations d'une trentaine d'années, ils étaient quasiment tous mortes, peu importe l'IQS et peu importe les densités de plantation. Alors, en termes de conclusion, on voit que la diminution de la densité de plantation, ça impacte négativement le grade visuel des planches. Par contre, c'est l'augmentation de la diminution des planches, quand on passe du 2/4 à du 2/6, ça permet d'atténuer cet impact négatif. L'IQS et l'espèce avaient tous deux des effets importants sur le développement et la survie des branches. Pour l'épinette blanche, ils avaient tendance à rester vivantes sur des IQS faibles et surtout à des densités plus faibles, autour de 1800 tige-hectares. Pour l'épinette noire, c'était un petit peu le même phénomène qui a été observé, avec la particularité que les plus grosses branches restaient vivantes, même sur des indices de sites plus élevés. Et pour le pin gris, quelle que soit la densité de plantation, la mortalité des plus grosses branches était presque toujours à 100%. On va revenir sur les limitations de l'étude, c'est l'aspect temporel du déclassement. C'est certain que si les branches continuent d'être vivantes, surtout pour la noire et la blanche, on peut s'attendre qu'il y a un déclassement qui va s'en suivre dans le temps. Cette étude, elle a été faite sur des plantations de 30 ans. C'était à l'époque des plants à racines nues qui étaient non améliorés. Alors aujourd'hui, on sait qu'on a beaucoup de gains génétiques. Alors ça n'a pas été mesuré dans cette étude. Les autres facteurs à considérer quant à la densité de plantation, Alexis en avait parlé. Je vais juste les nommer tous là. Il y avait la proportion des bois juvéniles, les propriétés mécaniques du bois, la rentabilité financière, la densité du bois et le volume à l'hectare. Ça, c'est des autres facteurs qui sont à considérer quand on veut avoir une densité optimale de plantation, parce qu'il y a quand même pas mal il y a quand même beaucoup de considérations à avoir. Alors, les recommandations rapidement. L'orientation pour l'épinette blanche, pour toutes les essences, rapidement, actuellement, on tourne autour de 2000 tige-hectares. Alors, j'ai essayé de faire un petit graphique synthèse de mes analyses, de mes résultats. Alors, on voit ici, vous avez en haut les 2/4, ici les 2/6, et à chaque fois aussi, vous avez le select numéro 2, numéro 3, pareil pour les 2/6. Et après, ici, vous avez la densité de plantation 1008, 2000, 2002, 2004. Et après, c'est ventilé par IQS. Et là, on voit que, par exemple, pour l'épinette blanche, la densité optimale de plantation, elle est un petit peu rayée. On voit que pour du 2/4, on peut faire du numéro 2 et meilleur. Pour le 2/6, on peut même se permettre d'aller faire du numéro du select avec du 1800 tige-hectares. Les astérix, c'est pour dire qu'il y a toujours un risque de déclassement parce qu'il pouvait y avoir justement dans ces densités de plantation des tiges, une faible mortalité des branches. Pour la noire, c'est un petit peu pareil, c'était autour de 2000 tige-hectares et on voit qu'ici on pourrait descendre théoriquement
pour du 2 par 4 à 1500 tiges. Et pour du 2 par 6, on pourrait même chercher du select dans du 1500 tiges. Alors, on voit que la qualité visuelle du bois, quand on se concentre uniquement sur les qualités visuelles, on peut descendre à 1500, 1600 tiges. Et pour le pin gris, par contre, c'était un peu plus compliqué parce qu'il fait toujours des plus grosses branches. On est capable de voir que le 2 par 4, c'est impossible d'avoir, impossible. C'est peu probable d'avoir du select. Par contre, dans du 2 par 4, on peut aller chercher quand même du numéro 2 et meilleur dans des faibles densités de plantation. Et pour le 2 par 6, c'est plutôt autour de 2000 tiges hectares qu'on serait capable d'avoir du select. Mais sur les marchés, c'est beaucoup du numéro 2 et meilleur qui sont vendus. Alors, c'est simplement, juste pour vous donner un petit peu les recommandations qui pourraient être faites au niveau du ministère, et surtout pour des scénarios sylvicoles qui sont extensifs, parce qu'on n'a pas, comme la question de Nelson était sur les scénarios avec des éclaircies, on n'a pas traité les éclaircies. Pour l'instant, c'est surtout, ça pourrait s'appliquer pour l'extensif. Alors, merci. Merci Thomas. On va, mais c'est ça, on est en train de prendre le temps, André, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le lien. Il y a Nelson qui te demande as-tu une idée quel mécanisme explique les différences marquées entre les essences, notamment le pain gris qui se démarque beaucoup des 2 épinettes. Tu en as parlé un peu, mais veux-tu élaborer? On ne t'entend pas, Thomas. Oui, le pain gris, je pense que c'est lui qui se démarque surtout par rapport aux épinettes. C'était une essence qui tolère. C'est des peuplements qui sont beaucoup plus clairs. La lumière passe beaucoup. Alors, je sais pas, moi, je pense que c'est la morphologie de l'arbre en tant que tel qui permet d'avoir. C'est ça, il s'élague beaucoup plus rapidement, mais on sait qu'il fait des gros nœuds. Ça, on le sait déjà, alors que contrairement aux épinettes, ils ont tendance à faire des plus petites branches. Alors, le mécanisme qui fait ça, je pense, c'est simplement le fait que c'est par espèce que ça change. Pourquoi ça change à ce point-là? Je n'avais pas de temps à creuser cette question-là, mais c'est certain que le pain gris par rapport aux épinettes, il s'élague beaucoup plus et il meurt beaucoup plus. Et les branches, le houppier a tendance à se retrouver surtout dans le haut. Alors que dans les épinettes, le houppier, même vivant, il a tendance à rester vivant jusqu'au moins la moitié de la cime. Merci Thomas. En fait, c'est ça, peut-être qu'on peut faire un lien avec aussi la question de Jean Beaulieu. Jean, il demande, il dit oui, mais est-ce qu'on a regardé le classement visuel, on a parlé beaucoup du classement visuel, puis est-ce qu'on va classer encore nos arbres de manière visuelle dans le futur? Donc, est-ce qu'on ne devrait pas faire attention de ne pas trop diminuer les propriétés du bois? Puis ce que j'ai répondu à ça, c'est que oui, jusqu'à un certain point, mais il faut quand même faire attention. J'ai l'impression que cette crainte-là nous amène des réductions de diamètre qui, elle, entraîne des réductions de proportion de sciage. Puis là, il y a toute la valeur là, qui est associée à ça. Le fait que, je pense que pour les produits du sciage, on peut anticiper qu'ils vont être en plus grande demande dans le futur que les coproduits qui sont présents de toute façon, mais peut-être qu'il faut qu'ils soient présents en moins grande quantité. Et donc, c'est ça, ça pourrait se faire au détriment de la valeur, finalement. Puis même la durée de vie des produits, là, si on regarde des questions plus de séquestration de carbone. Donc, puis en terminant, c'est ça, pour le pain jaune du Sud, aux États-Unis, on s'est rendu compte qu'ils ont eu ce problème-là là, où, en raison de l'importance des bois de plantation dans leurs approvisionnements, ils ont été obligés de réduire les normes de design qui étaient associées avec les grades visuelles. Et ce qu'on voit comme conséquence, en fait, alors qu'on associait ça à une catastrophe, la conséquence, finalement, pour cette industrie-là aux États-Unis n'est pas si grande que ça. Ce qui arrive, c'est qu'il y a de plus en plus de classements machines, finalement. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller faire une ségrégation des planches, puis ils vont utiliser les planches de meilleure qualité dans certains usages là, en construction. Et donc, oui, ça allait changer le classement, mais il reste qu'ils vont le faire à partir de leurs ressources de plantation qui a poussé rapidement. Donc, je m'arrête là-dessus, puis je pense qu'on pourrait passer la parole à André. On prendra le temps d'avoir une discussion à la fin, si vous le souhaitez. N'oublie pas ton micro, André. OK. Parfait. Est-ce que vous m'entendez? Merci, Alexis. Oui,
Ok, parfait. Donc, moi, c'est André. Je suis étudiant au doctorat à l'Université Laval sous la supervision d'Alexis et je suis supervisé par Patrick Lenz et Jean Bousquet. Donc, la partie de mon projet que je présente aujourd'hui porte sur la sélection de semis d'épinettes blanches qui maintiennent des propriétés du bois avantageuses en conditions de sécheresse. Donc, ici, quand je parle de propriétés du bois avantageuses, ça va concerner des propriétés qui permettent une maintien des forêts, donc de la survie de la forêt, mais aussi qui sont intéressants pour la qualité du bois et l'utilisation donc derrière. Les modèles climatiques sont unanimes sur le fait que dans les années à venir, on va continuer à avoir une augmentation des températures, ce qui se voit déjà d'ailleurs. Et cette augmentation des températures va probablement entraîner une forte évapotranspiration et donc une diminution de l'eau au niveau du sol et donc un stress hydrique pour les forêts. Il y a donc un besoin d'adaptation des essences forestières à ces changements pour maintenir des forêts de qualité. Plusieurs méthodes sont utilisées pour essayer de maintenir des forêts de qualité. Mais la stratégie que je présente aujourd'hui porte sur l'amélioration génétique qui essaye d'augmenter la croissance en maintenant en même temps des propriétés assez intéressantes pour la qualité du bois. Donc, l'amélioration génétique va utiliser la variation naturelle au sein d'une espèce pour essayer de tirer le meilleur de la variation naturelle pour faire des plantations avec des arbres qui ont de meilleures propriétés. Donc, elle consiste à sélectionner et croiser des arbres qui ont des meilleurs arbres pour obtenir une production de semences pour le reboisement. Donc, à droite, ici, je présente une image qui montre un peu un scénario d'amélioration génétique. Donc, on a une variation naturelle. Ici, je vais présenter le caractère, par exemple, de la hauteur. Donc, si on va avoir des arbres avec une forte hauteur, on va essayer d'aller sélectionner dans la variation naturelle les arbres qui sont au-dessus de la moyenne de la variation naturelle, donc qui ont une hauteur élevée qu'on va croiser pour ensuite essayer d'avoir une plantation avec des arbres beaucoup plus grands. Donc, sur l'image, ici, on voit une augmentation de la moyenne et la différence entre la moyenne de la variation naturelle et la plantation est appelée ici gain. Et ce gain-là est calculé à partir de l'héritabilité qui est, de façon simplifiée, le contrôle génétique du caractère et la capacité à le transmettre aux générations futures. Donc, l'idée ici, ce gain-là va permettre d'augmenter la moyenne à chaque fois de nos plantations qui ont au niveau du caractère désiré. Donc, plusieurs caractères peuvent être aussi sélectionnés, mais ici, je présente juste la hauteur comme exemple. Il faut dire que les programmes d'amélioration pour les conifères ont été établis au Québec dans les années 70-80 pour augmenter la production de bois. Et la question que nous nous posons aujourd'hui pour l'amélioration génétique, c'est est-ce qu'il y a la possibilité d'identifier et de sélectionner des arbres qui soient moins sensibles au stress climatique? Donc, l'objectif de cette étude était d'évaluer l'impact de différents niveaux de sécheresse sur des clones afin d'identifier ceux qui sont potentiellement moins sensibles à la sécheresse. Notre hypothèse est que l'adaptation et la stratégie que les clones utilisent pour s'adapter à la sécheresse seraient sous contrôle génétique et donc certains clones seraient moins sensibles que d'autres à la sécheresse. Pour cela, nous avons mis en place une expérience en serre à l'Université Laval. Donc, dans cette expérience, on avait du matériel qui venait du programme de reboisement de la province. Donc, on avait 25 clones d'épinettes blanches composés de 18 sémis par clone et donc un total de 450 sémis. On avait 3 traitements de sécheresse dans notre expérimentation. Donc, on avait un témoin, un stress modéré et un stress sévère. On a aussi planté nos arbres avec un angle de 45 degrés dans le but d'éviter d'avoir du bois de flexion qui n'est pas désirable. Donc, pour pouvoir analyser donc, du bois dit bois normal. Donc, comme on peut le voir sur ces images que je présente ici, on a du bois qui est un peu sombre d'un côté et du bois clair de l'autre côté. Donc, le bois sombre va être du bois de compression, celui qu'on n'a pas étudié dans cette étude, mais plus le bois qui est clair, donc du bois normal. Et sur ces échantillons, on a mesuré différents caractères. Je ne vais pas tous les présenter ici aujourd'hui, mais on a mesuré par exemple la densité du bois, la croissance en hauteur, la largeur des cernes, la biomasse totale. Et l'étude de ces caractères ont permis de comparer nos différents traitements afin de voir est-ce qu'on avait comme un effet de la sécheresse, donc s'il y avait une différence significative à nos différents traitements, et comparer aussi les clones, si la stratégie des clones face à la sécheresse et en fonction des caractères aussi différés d'un clone à un autre. L'héritabilité sous forme le contrôle génétique sous forme d'héritabilité aussi a été estimé
afin de voir si la réaction à la sécheresse des clones était plus contrôlée de façon génétique. L'intérêt de cela, ce serait si le contrôle de la sécheresse par les clones s'explique par un contrôle génétique, si la réaction des clones à la sécheresse s'explique par un contrôle génétique. Donc, on pourrait s'assurer que cette stratégie sera transmise aux générations futures. Donc ici, je présente que 2 caractères pour éviter de surcharger la présentation. Donc, on a la croissance radiale et la densité du bois. Et sur ce graphique, ce qu'on peut voir, on a nos 3 traitements, le contrôle, le stress modéré et le stress sévère. Et pour 2 années, l'expérience a duré 2 ans de croissance, donc 2018 et 2019. Et ce qu'on peut voir ici pour la croissance radiale, on voit une diminution de la croissance avec la sécheresse. Au niveau de la densité du bois, on voit une légère augmentation qui est moins importante que la croissance qui diminue beaucoup. Mais ici, ce que je voulais souligner aussi, c'est le fait que dans la littérature, c'est démontré que la croissance radiale et la densité sont négativement corrélées. Donc, on s'attendrait à avoir une augmentation de la densité ici, vu que la croissance diminue, ce qui n'est pas assez important ici. Donc, je pense que ça pourrait s'expliquer aussi par un effet de la sécheresse, donc une réponse à la sécheresse qui fait qu'on a une plus faible augmentation de la densité. Donc ici, je présente aussi sur ce graphique-là l'héritabilité. Donc, si on regarde en bas, j'ai comme des H en caractère capital et des H minuscules concernant l'héritabilité au sens large et au sens strict. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, on va tout simplement les considérer ici comme le contrôle génétique. Et les T1, T2 et T3 sont mes 3 traitements. Donc, le 1, c'est le traitement témoin, le 2, c'est le stress modéré et le 3, c'est le stress sévère. Donc, ce qu'on peut tout de suite voir ici, c'est une diminution du niveau d'héritabilité avec la sécheresse et ce qui se voit aussi au niveau de l'année. Quand on regarde entre l'année 2018 et 2019, qui est en bleu ici, on voit une diminution aussi de l'héritabilité. Donc, pour le premier point, avec le niveau de sécheresse, on voit que l'héritabilité diminue avec le niveau de sécheresse, mais aussi, si on prend en compte la différence entre les années comme la durée, on voit plus les clones sont soumis au stress et plus la sécheresse et l'héritabilité va avoir tendance à diminuer aussi. Ici aussi, j'ai essayé de présenter la réponse des clones les uns par rapport aux autres pour les 2 caractères que je présente depuis le début des résultats. Là. Et ce qu'on peut voir ici, donc, en dessous, là, ce sont les identifiants pour mes clones, donc c'est les chiffres, mais ça reste des identifiants pour les clones. Donc, on observe une certaine variation entre les clones au niveau de chacun des caractères, mais cette variation est plus importante, par exemple, pour la croissance que pour la densité. Donc, ce qui montre déjà que la variabilité entre les clones diffère déjà d'un caractère à un autre. La variabilité, elle est beaucoup plus importante ici, par exemple, au niveau de la croissance que pour la densité. Et les clones qui ont une meilleure croissance ne sont pas nécessairement ceux qu'on voit avec la meilleure densité ici. Du coup, on peut conclure que la sécheresse influence les propriétés du bois et que la performance des clones en situation de stress varie en fonction des traits et du clone. Dans notre étude, on a fait par exemple excusez-moi. Dans notre étude, on a fait par exemple, on a pris en compte un indice de performance qui prend l'ensemble de nos caractères pour essayer d'aller chercher les clones qui sont les moins sensibles pour l'ensemble de nos caractères. Vu que la réponse des clones variait d'un caractère à un autre, on a essayé de trouver est-ce qu'il y a moyen d'avoir des clones qui aient des réponses assez intéressantes, mais pour l'ensemble des caractères face à la sécheresse. Donc, ce qui montre que oui, certains clones semblent avoir de meilleures performances et seraient mieux adaptés à la sécheresse que les autres. Mais ce résultat, je ne le présentais pas ici aujourd'hui pour ne pas trop allonger ma présentation. Les résultats ont montré aussi que le contrôle génétique varie en fonction des traits et le niveau de stress. Et nos résultats ont aussi montré que les clones semblent avoir des stratégies différentes face à la sécheresse. Et donc, dans les prochaines études, on devrait peut-être regarder la structure de façon plus fine face à la sécheresse. Dans le cas d'ici, ma base génétique était relativement plus petite pour conclure qu'on peut directement sélectionner, mais ce qui est déjà un bon point. Donc, avec une base génétique
plus grande, on pourrait essayer d'aller voir est-ce que ces clones-là peuvent directement être utilisés pour le reboisement. Donc, on a aussi vu un contrôle génétique de nos caractères qui était assez considérable, surtout pour la densité du bois, où on peut atteindre les 60%. Il est donc possible de sélectionner des arbres avec une bonne densité et une croissance sous des conditions de stress dans le but de pouvoir répondre à des possibles sécheresses dans le futur. Merci. Merci, André. Donc, c'est ça, en fait, hein, ta présentation, ce qu'elle montre finalement, c'est que, bon, pour différents traits, on voit que la sélection génétique est rendue quand même à un niveau de raffinement élevé. Mais bien sûr que les propriétés du bois ont été quand même augmentées, là, peuvent être augmentées par la sélection génétique, mais ce que tu montres, c'est que ce qu'on voit dans des conditions idéales, finalement, comme héritabilité d'un trait important, c'est dans ce cas-là la masse volumique du bois ou la densité, bien, ça peut, dans des conditions de sécheresse, par exemple, ça pourrait ne pas être aussi, se matérialiser autant. Donc, j'invite, si quelqu'un a des questions, là, à poser des questions à l'un ou l'autre de nos présentateurs, mais globalement, si on pouvait faire un sommaire de ça, bien, ces questions, on regarde d'un point de vue d'un classement visuel. Les plantations, il y a fort à parier qu'elles nous permettent, dans les prochaines années, de réaliser en fait certains gains, là, puis de produire du bois de bonne valeur assez rapidement. Le numéro 2 est meilleur en passant, c'est ce dont Thomas parlait. C'est le bois de construction, c'est ce qui est vendu comme du bois de construction. Alors, on voit là, que même à des densités de plantation assez faibles, on est encore capable de rentrer là-dedans. Évidemment, après, est-ce qu'on va faire du classement mécanique? Dans le futur, présentement, c'est moins de 5 du bois qu'on produit qui est classé selon un classement mécanique, ce qui veut dire que chaque planche là, serait testée. Est-ce que ça va être plus dans le futur? Fort probablement, mais c'est ça. Le principe de base qu'on voulait vous présenter, c'est qu'il faut avoir des arbres assez gros pour faire des planches de bonne dimension pour être capable d'en extraire, pour tirer profit finalement des propriétés du bois avantageuses qu'on pourrait avoir. Donc, si le bois a des propriétés avantageuses, mais qui est trop petit pour faire des sièges de dimension importante, on perd beaucoup de valeur. Donc, je vais aller dans les questions. La prochaine étape nécessaire d'étude des interactions génétiques et de la sylviculture reste dans les plans. André, veux-tu en parler un peu? On n'avait pas nécessairement de test sylvicole, mais dans ton premier chapitre, tu avais quand même, tu as regardé l'héritabilité finalement de la réaction, en fait, de la variabilité du bois, de la densité du bois à différentes échelles dans l'arbre. Peux-tu nous en dire glisser un mot? Oui, je pense que oui, il y a déjà des études qui sont en cours, ou du moins l'amélioration génétique essaie déjà de prendre en compte ces questions qu'on se pose au niveau de la sylviculture. Comme Alexis le disait dans mon premier chapitre, j'essayais de voir la variation de la densité au cours de la croissance de l'arbre, donc de la moelle à l'écorce, mais aussi d'une année à l'autre. Et ce qu'on a vu là, c'est la possibilité de pouvoir aller sélectionner des arbres avec une variation de la densité qui est assez moyenne, donc intéressante pour la qualité et qui pourrait être donc intéressante pour la sylviculture. Dans la présentation d'Alexis, il parlait un peu du fait qu'on essaye le bois juvénile serait moins intéressant à cause de ses propriétés que le bois mature. Et l'idée là serait d'aller essayer de diminuer au maximum les effets qui ne sont pas souhaitables au niveau du bois juvénile pour avoir le plus de propriétés intéressantes, même dans la partie du bois juvénile. Donc, l'idée serait de pouvoir avoir à la fois du bois qui a une forte croissance et de bonnes propriétés mécaniques derrière. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, merci André, mais en fait, c'est ça, là, on n'a pas encore commencé à travailler. Je pense que ce que Nelson disait, c'est qu'on pourrait s'imaginer des essais, des tests génétiques, là, des tests de provenance ou de descendance, peu importe, dans lesquels, en plus des différents bagages génétiques, on pourrait avoir testé différentes approches sylvicoles puis voir comment ça affecte l'héritabilité, par exemple, ou d'autres paramètres que vous mesurez là, dans vos études.
Donc, c'est envisageable certainement, mais évidemment, on tire toujours profit de ce qui a été mis en place il y a très longtemps. Donc, ça va être du travail certainement de longue haleine. Donc, il y a Damas qui te félicite, André, puis qui te demande, en fait, c'est ça, là, il parle de l'indice de performance, puis lui, il dit, est-ce que c'est un indice de sélection? Non, ce n'est pas un indice de sélection, c'est vraiment un indice de performance. Veux-tu nous expliquer un peu plus pourquoi tu as utilisé, c'est quoi l'indice de performance finalement dont tu parles? En fait, l'utilité de l'indice de performance, c'est le fait que, vu que quand on regarde la réponse des clones au niveau de différents caractères, elles peuvent être, elle est assez variable. L'idée, c'est de voir est-ce qu'on peut mettre tous nos caractères ensemble pour essayer de voir est-ce qu'il y a vraiment des clones qui se différencient dans un premier temps. C'est intéressant probablement de faire un indice de sélection par la suite, mais déjà l'indice de performance nous montrait déjà est-ce que certains, d'un point de vue phénotypique, certains clones ont déjà une réponse qui est assez intéressante pour l'ensemble des caractères en condition de sécheresse. Oui, c'est ça, parce que dans tes clones, tu avais des clones, par exemple, qui pouvaient avoir une bonne croissance en hauteur, une bonne croissance en diamètre, mais une faible densité du bois où bon, toutes ces combinaisons-là étaient possibles. Même, on peut rentrer la longueur des trachéides là-dedans. Et donc, l'idée, c'était d'en faire le sommaire le plus efficacement possible. Si je ne me trompe pas, je pense qu'on a épuisé les questions. OK. Ouais, alors, j'en vois pas d'autres. Donc, Patrick, je pense qu'on peut... Oui, je vais conclure. Donc, merci, un grand merci Alexis, Thomas et André pour cet excellent travail et cette excellente présentation. Merci aussi aux participants. Alors, je vous rappelle, comme d'habitude, que ce webinaire sera disponible prochainement sur notre chaîne YouTube. Vous trouverez le lien sur le site internet du DERLQ dans la catégorie webinaire thématique. Pour le prochain webinaire, qui est programmé pour le 12 janvier prochain à 10 h, nous avons invité Christian Messier, donc, comme vous le savez, qui est professeur à l'UQO et à l'UQAM, et qui est aussi directeur de l'ISFOR, donc l'Institut des sciences des forêts tempérées. Et sa conférence concernera la mise en pratique de l'aménagement forestier basé sur les systèmes complexes adaptatifs pour s'adapter aux changements globaux. Et il nous parlera plus particulièrement de l'approche du réseau complexe fonctionnel. Donc, on espère vous voir, vous serez des nôtres pour le prochain colloque de janvier. Et puis, je vous remercie encore et à la prochaine. Merci, au revoir.